Ici, c'est fini pour l'âge de la Terre. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler de notre problème, qui est lié plus ou moins, sauf qu'au lieu de parler de la Terre, on va parler de manière plus large de la galaxie entière. Au lieu de parler du passé, on va parler du futur. Et au lieu de parler de Fourier et des autres, je vais parler un peu de moi. Et puis il y aura un lien qui sera les équations aux dérivées partielles. Je ne vais pas vous réexpliquer comme je l'ai fait précédemment, mais je vais vous en montrer quelques autres et vous parler d'autres sujets qui aussi s'attaquent à toutes les équations aux dérivées partielles. Imaginez que vous vous intéressiez au futur de la galaxie. Galaxie, c'est 1000 milliards d'étoiles, entre 100 et 1000 milliards d'étoiles. C'est quelque chose qui est très dur à se représenter. Et ici aussi, les équations aux dérivées partielles jouent un rôle fondamental. Je vous ai dit que les équations aux dérivées partielles, on les voyait surtout dans des phénomènes continus comme l'évolution de l'eau, l'évolution des gaz. Galaxie, c'est un gros paquet d'étoiles, mais il y en a tellement que ça s'apparente à un fluide. Regardez cette image, on a l'impression d'avoir un fluide, un gaz. Voici une petite vidéo qui vous présente l'évolution de galaxies. Une évolution imaginaire, mais réaliste, en utilisant uniquement les lois de la gravitation universelle de Newton. Regardez ça. On voit des zones denses, des zones peu denses, tout ça s'agite et grouille. Et c'est très dur de dire quelque chose d'intelligent face à ça. Même quand on connaît la physique qui est derrière, même quand on connaît les équations mathématiques, qu'est-ce qu'on va faire? Par quel bout on va attaquer ça? Les images ici sont dues à un astrophysicien canadien, John Dolinsky. Voici une belle image de deux galaxies entrant en collision. Alors, quand on s'intéresse à ces problèmes, là on est très très loin de les comprendre. Les équations sont bien plus complexes que l'équation de la chaleur. Newton, dont je vous parlais tout à l'heure, a introduit la loi de la gravitation universelle. Et même si la loi de la gravitation universelle, on la comprend bien, elle est simple, elle dit qu'entre deux corps, il y a une force d'attraction qui est proportionnelle à l'inverse du carré de la distance. Quand on a beaucoup de particules, c'est impossible de l'appliquer en pratique. Vous n'allez pas écrire les 1000 milliards d'équations qu'il propose Newton. Alors à la place, on remplace nos étoiles par une description statistique de la galaxie. On va s'intéresser, à la suite de Maxwell et Boltzmann au XIXe siècle, à la densité de particules dans l'espace des positions et des vitesses. Est-ce qu'il y a beaucoup de particules qui ont telle vitesse ou pas beaucoup? On va chercher à avoir un sondage, une représentation statistique du gaz. Un peu comme dans une élection, vous allez faire un sondage pour savoir quel pourcentage vous attendez vont voter pour le candidat A et quel pourcentage on peut s'attendre va voter pour le candidat B. Ou quand vous faites disons une statistique, par exemple une représentation des âges, répartition des âges dans la population, en fonction de l'âge, vous allez regarder la proportion de la population qui est dans l'âge entre 20 et 25 ans, et ainsi de suite. Ici, on représente des proportions d'étoiles qui ont telle ou telle vitesse, ou telle position. L'équation de Boltzmann, 1866, est la plus célèbre équation permettant de prédire l'évolution de cette distribution statistique. C'est un peu le pendant de l'équation de la chaleur, sauf que ça s'appliquerait à des gaz. À des gaz, et qu'on s'intéresserait à la densité, position et vitesse. L'un des phénomènes qualitatifs importants dans la théorie des gaz a été mis à jour par Landau, physicien russe, dans les années 1940. On l'appelle maintenant amortissement Landau. Dans un plasma, propose Landau, près des équilibres homogènes, on observe une stabilisation spontanée. Alors, qu'est-ce que c'est un plasma? Un plasma, c'est un état de la matière dans lequel vous avez réussi à séparer les électrons des noyaux. Et vous avez comme ça une soupe de particules chargées positivement, c'est les noyaux, chargées négativement, c'est les électrons,
et qui s'attirent selon les lois habituelles. Moins repousse moins, plus repousse plus, moins attire plus. Et ce sont des objets qu'on retrouve un peu partout, les plasmas. Voici, je suis là tiré de Wikipédia, une représentation de quelques-uns des plasmas qui sont familiers. En particulier, dans les réacteurs à fusion, c'est un enjeu majeur scientifique, savoir si on peut réaliser la fusion contrôlée comme source d'énergie. Ça se passe dans les plasmas. Alors, là où on peut voir de belles images, le mathématicien verra de belles équations, comme celle-ci, l'équation de Vlasov. Et de la même façon qu'en étudiant qualitativement l'équation de la chaleur, pour avoir des renseignements sur l'âge de la Terre, sur la propagation de la chaleur dans la Terre, l'étude de l'équation de Vlasov doit vous apporter des informations sur le comportement d'un plasma ou d'une galaxie. C'est en effet la même équation qui va régir le mouvement, les statistiques des électrons dans un plasma ou les statistiques des étoiles dans une galaxie. Ça paraît un peu monstrueux. Qu'est-ce qu'il y a de plus différent en termes de taille qu'un électron et une étoile? Mais si on y pense, l'étoile à l'échelle de la galaxie, c'est un peu comme un électron à notre échelle, à peu près. Alors, pour le temps, ce phénomène proposé par Landau, qui est assez spectaculaire, qui proposait une source de stabilisation dans un plasma, dans une galaxie, en disant, si je pars d'une situation qui est homogène en espace, partout la même, ou presque la même, une petite perturbation va spontanément s'atténuer au cours du temps, même s'il n'y a pas de diffusion comme avec la chaleur. Ceci a suscité controverse pendant longtemps, et en particulier savoir si ça s'appliquait, ce principe d'amortissement, sur des temps très très longs. Je ne vais pas entrer dans les détails de la controverse. Elle était moins violente que la controverse dont j'ai parlé tout à l'heure, entre Kelvin et les autres, mais il y avait une controverse pour savoir si, oui ou non, son effet s'appliquait. C'est une controverse qui a été résolue il y a 2 ans, dans un travail joint avec mon ancien élève Clément Mouot, École normale supérieure de Lyon, et nous avons montré que l'amortissement Landau a effectivement lieu sans approximation dans le monde mathématique. Landau le montrait sur un modèle approché, nous l'avons montré sur le modèle exact. Qu'est-ce que ça veut dire? Montrer, ça veut dire une démonstration mathématique, ça veut dire un raisonnement logique, cohérent, qui se tient d'un bout à l'autre à partir du modèle. La preuve est longue, c'est de loin la plus longue preuve sur laquelle j'ai travaillé. Plus important peut-être que le résultat, c'est qu'elle introduit de nouvelles idées et un nouveau point de vue. Elle a mis un terme à 50 ans de controverse. Montrer qu'il y a d'autres mécanismes de relaxation que ceux auxquels on pense d'habitude, en particulier mécanismes de relaxation basés sur l'idée du mélange. Quand vous regardez une galaxie, les étoiles, même si elles influencent de manière, comment on va dire, les étoiles, elles vont toutes à des vitesses différentes, sur des trajectoires différentes. Ceci induit un mécanisme de relaxation, d'amortissement, qui serait un peu analogue, même si différent, au mécanisme que j'obtiendrai dans un gaz en tenant compte des chocs entre particules. Je ne vais pas vous en dire plus, seulement que le résultat, malgré qu'il ait fait une controverse de 50 ans, et malgré qu'il soit un peu un tour de force du point de vue mathématique, il est très, très petit ce résultat par rapport à ce qu'on aimerait savoir. On est très loin de la situation que je vous ai montrée tout à l'heure avec ce petit film des galaxies qui se rencontrent. Une situation qui est très loin de l'équilibre et une situation qui est très inhomogène, justement. De manière générale, en physique, la plupart des résultats qu'on s'est démontrés mathématiquement, ils couvrent une très petite partie de ce qu'on aimerait savoir. Il y a beaucoup plus de phénomènes qui restent inexpliqués que de phénomènes qui sont bien compris. C'est vrai pour cette équation de dérivée partielle, c'est vrai pour toutes les autres équations de dérivée partielle. J'en dis pas plus, et je vous laisse une bibliographie pour approfondir. Ici, un site internet assez étrange, All Praise the Lord Kelvin, où vous trouverez les articles de Kelvin dans le texte. Le très très bon site Planète Terre, tenu à l'ENS Lyon, qui vous donne beaucoup d'informations sur la géologie,
sur l'astrophysique, il trouverait beaucoup de renseignements. Des notes de conférence de Lemoine sur le refroidissement de la Terre, l'Université de tous les savoirs. Un article dans Pour la science, paru il y a quelques années, qui évoque Kelvin, Perry et l'âge de la Terre. Un peu plus avancé, un ouvrage d'histoire des mathématiques sur Joseph Fourier. Et puis, pour les très mathématiciens, ou ceux qui veulent aller au fond des choses, les chapitres 56 à 58 du traité de Körner, Fourier Analysis. Alors, si vous lisez ces chapitres, vous verrez que Körner, lui, croit à l'explication de Rutherford. Il n'est pas au courant de la vraie solution du problème de la controverse. Voilà pour l'âge de la Terre. Pour la seconde partie que j'ai faite en vitesse, je ne vous donnerai pas de référence. Je veux juste vous afficher la première page de l'article qui résolvait le problème.